Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la Syrie et en particulier aux Kurdes de Syrie, 6 jours après la signature d'un accord global avec le gouvernement central d'Al-Shara. En 3 semaines, les forces syriennes ont repris le contrôle de près de 80% des territoires aux mains des Kurdes dans le nord-est syrien. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie française a entamé une tournée au Proche-Orient, Syrie et Irak aujourd'hui, Liban vendredi et samedi. La poursuite du combat contre le groupe État islamique est une priorité absolue pour Paris, a affirmé Jean-Noël Barrot à Damas. Il a appelé d'ailleurs les autorités syriennes à appliquer pleinement l'accord conclu avec les Kurdes. Alors où en est-il justement cet accord? Où en est son application? Quelles sont ses chances de succès? Marque-t-il la fin du rêve d'une autonomie kurde? Quel est le projet politique d'Ahmed al-Shara? Quel avenir pour les Kurdes de Syrie? Et puis quel impact sur la stratégie de lutte contre l'organisation de l'État islamique? On en parle tout de suite avec mes invités. Michel Duclos est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci d'être là, conseiller géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, ancien ambassadeur de France en Syrie, auteur de La longue nuit syrienne, 10 ans de diplomatie française aux éditions Alpha Essai. Bienvenue à vous. Oriane Verdier est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service international de RFI. Bienvenue. Nous avons Adel Bakawan ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, également chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Votre livre, La décomposition du Moyen-Orient, aux éditions Talendier. Nous avons Boris Jam avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes maître de conférences en histoire à l'université de Montpellier, Paul Valéry. Vendredi 30 janvier, un accord a donc été signé entre le gouvernement de transition syrien et les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes. Un accord global pour l'intégration progressive des forces militaires et de l'administration de la zone autonome kurde au sein de l'État syrien. On va retrouver Pauline Godard, qui est notre envoyée spéciale, qui travaille justement sur un reportage sur les Kurdes. Vous êtes à Erbil, en Kurdistan irakien. Donc Pauline, bonsoir. Vous étiez justement dans le nord de la Syrie au moment où la signature de l'accord avec le gouvernement syrien a eu lieu. Cet accord donc entre Ahmad al-Shara et les FDS, les forces démocratiques syriennes. Comment a-t-on réagi sur place ? Alors écoutez, cet accord a été accueilli avec beaucoup de méfiance par la population kurde syrienne avec qui nous avons pu discuter, même si les autorités kurdes ont tenté et tentent encore de rassurer cette population. Nous avons pu interviewer quelques heures à peine après l'annonce de cet accord Ilham Ahmed, qui est haut responsable de l'autorité autonome kurde syrienne, et Rolat Afrin, qui est la commandante en chef des YPJ, et toutes les deux nous ont dit la même chose. La raison principale à la base pour laquelle cet accord a été signé, c'était pour mettre fin au bain de sang. Beaucoup de Kurdes avec qui nous avons pu parler nous ont dit se méfier, car de nombreux accords avant ont été passés entre les FDS et le gouvernement syrien, et ces accords ont été rompus, et notamment celui qui avait été signé en mars 2025. Et puis il y a aussi de nombreuses craintes à cause des massacres qui ont été commis envers les Alaouites. Et puis il y a beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne les droits des Kurdes, leur liberté, notamment les droits des femmes. Ils ne font pas confiance à Al-Shara, le président de transition. Ils nous disent qu'ils se méfient de lui qui est un ancien djihadiste. Nous avons pu parler notamment avec Tar, qui nous a confié qu'il ne voulait pas voir les rues de sa ville Kamishli se voir rempli petit à petit de femmes peut-être voilées. Il veut que les femmes gardent leurs droits, puisque, comme il nous l'a expliqué, au Kurdistan syrien, dans cette partie, le Rojava, eh bien, les femmes sont égales aux hommes, et ça, c'est des droits, ce sont des droits qui sont extrêmement importants pour eux, et ils veulent les garder. Ce qu'on a pu voir aussi juste avant la conclusion de cet accord, eh bien, c'est cette solidarité de la population syrienne kurde. On a vu beaucoup de personnes armées, notamment des civils. On sait que plusieurs partis ont distribué des armes. On a dû passer énormément de checkpoints, des checkpoints notamment improvisés par la population syrienne kurde qui était là et qui nous a dit de toute façon, nous restons prêts à combattre
quoi qu'il se passe. Donc ils restent, ils nous ont dit, en alerte pour le moment. Vous restez avec nous, hein, Pauline. Oriane Verdier, cet accord, finalement, au départ, c'est plutôt un succès pour le gouvernement syrien. Et est-ce que c'est un effondrement de l'autonomie kurde ? Il est certain que sur le papier, c'est un effondrement de l'autonomie kurde, puisque c'est la fin de l'administration autonome du nord-est syrien. Après, la question est de savoir quel est l'intérêt de la population kurde réellement. Qu'est-ce qu'ils ont dans cet obtenu, accord. finalement ? Ça dépend de savoir, ça dépend si on se place du côté des autorités kurdes ou de la population kurde. Pour la population kurde, dans les échanges que j'ai pu moi avoir, il y a beaucoup de personnes qui me disent espérer qu'aujourd'hui, s'il y a eu en effet l'effondrement du rêve d'une autonomie pour le Kurdistan, il y a quand même l'espoir d'arriver à faire reconnaître ses droits dans une Syrie où pendant très longtemps, beaucoup de Kurdes n'avaient même pas de papier d'identité. Donc il est difficile pour l'instant de savoir exactement ce que les Kurdes, en tout cas les civils kurdes, ont gagné ou pas dans cet accord. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que Michel Duclos, c'est un accord qui a permis de mettre fin, enfin de faire en sorte qu'il n'y ait pas un bain de sang, ça serait ça, je dirais, le succès de cet accord, mais que finalement les Kurdes n'ont plus ce rêve d'autonomie du Rojava, mais ils ont obtenu certaines choses tout de même ? Ils ont obtenu beaucoup de choses, en tous les cas par rapport à ce qu'ils avaient sous le régime des Assad. Par exemple, la consécration de la langue kurde dans un certain nombre d'endroits, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire il y a 3 poches, hein, c'est ça, où il y a une administration kurde, Kobane, Kamishli et Asake. Il faut partir des choses élémentaires. Il faut bien voir qu'il y a des Kurdes dans cette partie de la Syrie, mais il y en a beaucoup ailleurs. Il y en a plus d'ailleurs ailleurs. Il y en a plus dans le nord-ouest que dans le nord-est. Et là, on parle effectivement du nord-est. On parle du nord-est. Mais dans cette partie du nord-est, les FDS, comme vous avez dit, c'est-à-dire les forces politiques et militaires kurdes, avaient installé un bastion dans lequel ils contrôlaient 2/3 de territoires qui n'étaient pas au départ des territoires kurdes. En s'alliant ou en fidélisant beaucoup d'Arabes sunnites qui étaient des tribus. Donc là, il y avait un équilibre qui, de toute façon, ne pouvait pas durer éternellement. Et pendant l'année écoulée, les Américains, les Français et d'autres ont essayé de convaincre les deux parties, Damas et les Kurdes, de trouver un accord. Ça a été très très compliqué parce que ni l'un ni l'autre n'étaient d'une très grande flexibilité. Mais à la fin, effectivement, lorsque le gouvernement de Chara a pris l'offensive sur Alep, les Kurdes ont montré qu'ils n'étaient pas en mesure de faire face. Donc il y a eu un effondrement, on peut dire ça ? Il n'y a peut-être pas un effondrement, mais il y a eu le début d'une prise de conscience par les Kurdes qu'ils allaient perdre la bataille s'ils allaient vraiment au combat. C'est ce qui a conduit Masloum en particulier à accepter... Masloum Abdi, c'est le commandant en chef des forces démocratiques syriennes, donc des FDS. Voilà. Hein. C'est lui qui a négocié l'accord d'ailleurs avec Al-Shara. Voilà, c'est lui qui, à la fin, a été obligé ou s'est convaincu de la nécessité de trouver un accord avec Damas. Il voulait une fédération, en fait, les Kurdes, d'Al-Bakawan, ou est-ce que c'est l'effondrement de ce rêve ? Alors c'est vrai qu'on parle donc du nord de la Syrie, qu'ils ont administré en luttant justement contre l'organisation de l'État islamique, avec une vraie administration. Est-ce que c'est l'effondrement de ce rêve de Rojava ? Écoutez, cet accord, je l'ai qualifié comme l'accord des perdants-perdants. Il n'y a pas gagnant-gagnant, ni de la part des Kurdes, ni de la part des Syriens. Pourquoi perdant-perdant ? Parce que tout simplement, Ahmad Shara, qui avait auparavant massacré les Alaouites sur la côte, les Druzes à Souaïda, et que la communauté internationale n'a fait que condamner, il n'y a pas eu des actions concrètes, voulait absolument penser qu'il avait la main libre pour reprendre le contrôle total sur ce qu'on appelle le Rojava historique. Pas seulement Raqqa, une province, comme vous l'avez dit, qui n'est absolument pas kurde, ou Deir ez-Zor, qui n'est absolument pas kurde, mais l'ensemble du Rojava historique, c'est-à-dire le Kurdistan syrien. Mais là, il avait les moyens pour arriver et réaliser son objectif seulement à un moment donné. En 3 semaines, ça. Oui, seulement à un moment donné. Et pourquoi en 3 semaines ? Parce que les Kurdes, ils étaient lâchement lâchés par les Américains. Et on va expliquer pourquoi. Alors, laissez-moi juste finir la phrase. Alors donc, au moment où les Kurdes
était sous la pression américaine, Ahmad Shara avait le feu vert pour récupérer l'ensemble du Kurdistan syrien. Seulement, il n'a pas réussi parce qu'à un moment donné, il y avait des lobbies, il y avait des pressions énormes, notamment de la part de la France. Le président de la République, il faut dire, 13 fois est intervenu pour appeler le président Barzani, Ahmad Shara, Mazloum Abdi, etc. Donc, il y a eu encore des lobbies à Washington. Finalement, Ahmad Shara, il s'est arrêté aux abords du Kurdistan historique. Et ensuite, pour répondre à votre question, les Kurdes qui voulaient s'imposer à cet État syrien, ils voulaient ou bien une confédération, sinon un fédéralisme, sinon une autonomie. Aujourd'hui, ils n'ont rien de tout ça. Certes, ils ont gardé la main sur les 3 enclaves, Kobané, Hasaka, Qamishli, voilà, et ils n'ont pas la main sur Afrin. Là, ils ont gardé. Ils ont gardé, pour le moment, ils ont gardé. C'est pourquoi je dis, c'est un accord grâce auquel on a évité des massacres collectifs. Enfin, on a évité, pour le moment, on l'a mis entre parenthèses. Mais bon, sinon, personne n'a gagné dans ces accords. Boris Jam, vous êtes d'accord? Il est fragile cet accord. Est-ce que finalement, ce sont 2 visions des choses? C'est-à-dire que Ahmed al-Shara, lui, veut une Syrie unie. C'est ça son objectif, alors que finalement, les Kurdes voulaient cette zone autonome dans une Syrie probablement décentralisée. Il y avait 2 projets qui se faisaient face. Qui se font face, c'est l'évidence même que évidemment, enfin, un personnage comme Ahmed al-Shara qui est traversé à la fois par comment dire, une vision islamiste. Enfin, il y a un référent islam politique et il y a très clairement, il s'inscrit dans une vision nationale syrienne. Donc la reconstruction et l'unification du territoire, c'est tout à fait central pour lui. C'est aussi central pour ses interlocuteurs, semble-t-il, qui veulent avoir voilà, une interface sur un territoire contrôlé par une force unique. Pour les Kurdes, évidemment, alors il y a plein de choses qui se disputent dans la vision qui traverse les FDS. Hein. C'est-à-dire qu'on est évidemment dans le prolongement d'une construction politique qui est celle du PKK et qui a eu dès le début des années 80 en fait une vision de construction d'un grand Kurdistan, hein, avec un indépendantisme assez radical, qui a fait un virage idéologique au début des années 2000 parce que dans une impasse politique, ils ont dû se raccrocher à l'idée d'autonomisme dans la région. Et je pense que voilà, il y a eu plein d'allers-retours au sein de la mouvance du PKK, hein, dans laquelle se trouvent les FDS. Et dans les derniers mois, c'est très clairement l'idée autonomiste qui dominait. Mais cette idée autonomiste, elle est contrecarrée par les faits sur le terrain, c'est-à-dire effectivement un territoire qui n'est pas du tout unifié, avec des majorités kurdes dans des zones qui sont très disparates et séparées, donc il n'y a pas d'unité territoriale. Et voilà. Mais effectivement, là, on n'en est plus là. On est plus dans une proposition, on va dire, de déconcentration ou de décentralisation éventuellement, avec la nomination d'un gouverneur kurde dans la province de Hasakeh. Et voilà, donc il y a plus, enfin, l'expérience par exemple du Kurdistan d'Irak, qui est une expérience autonome. Elle est assez inenvisageable pour la Syrie aujourd'hui, avec cet accord. Et d'ailleurs, sans cet accord, hein, les forces en présence ne le permettront pas. Un mot, vous êtes toujours avec nous, me semble-t-il, Pauline Godard, hein, donc à Erbil. L'idée aussi, c'est d'intégrer ces combattants kurdes dans l'armée syrienne. Alors évidemment, c'est compliqué. Alors on se souvient tous, bien sûr, de ces combattantes, de ces femmes combattantes contre l'organisation de l'État islamique pendant toutes ces années. Il y a eu beaucoup de reportages qu'on a fait d'ailleurs sur France 24. Que vont-elles devenir ? Oui, en effet, les YPJ, ce sont les unités de protection de la femme. Elles ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre l'État islamique. Alors,
Selon l'accord, elles doivent être intégrées en unités non mixtes dans les 4 brigades qui doivent être créées. Donc il y en aurait 3 qui seraient donc dans le nord et le nord-est et une qui serait à Kobané. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de détails qui ont été fournis concernant exactement la façon dont cela devrait se passer. Rolat Afrini, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la commandante en chef des YPJ, que nous avons donc interviewée, nous a dit qu'elle était plutôt confiante et que de toute façon, de son côté, son but était de continuer à exister. Les femmes kurdes, les combattantes kurdes sont trop importantes et en tout cas, encore une fois, elle nous a dit qu'elle ne lâcherait rien, si je puis dire. Elle continuera son combat et c'est normalement, en tout cas, encore une fois, quelque chose qui fait partie de cet accord. Donc le combat qu'elle souhaite finalement mener, c'est le combat pour les droits. J'imagine que c'est ça que veut dire Pauline. À votre avis, Oriane Verdier? Le combat pour les droits, en tout cas le combat pour leurs droits selon l'idéologie du PYD. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il y a une avancée pour le droit des femmes d'un côté dans le Rojava, mais aussi, encore une fois, une avancée pour le droit de la population kurde. Des droits qui n'étaient pas non plus parfaits sous les autorités kurdes, mais des droits qu'il va falloir quand même continuer de défendre de manière importante. Je discutais aujourd'hui avec une habitante de Cher Maksoud, donc à Alep, donc pas dans le nord-est syrien, mais dans une autre ville où il y a eu des offensives, et qui me disait que tout le monde a extrêmement peur de rentrer malgré cet accord. Aujourd'hui, ils reçoivent des menaces, des maisons ont été pillées, des personnes arrêtées, et donc au-delà de l'accord, il va falloir et au-delà de la volonté d'apaisement, il va falloir savoir comment, au sein de cette population syrienne multiple, on arrive à faire taire les armes et réellement avancer. Et je pense qu'un des débuts, c'est bien sûr la justice transitionnelle que la société civile appelle de ses voeux depuis plus d'1 an et qui a beaucoup de mal à avancer. Et ça vaut pour les Kurdes comme pour le reste de la population syrienne. Comment va-t-il avancer sur la gouvernance, justement, Michel Duclos, Arman El-Shara? Parce qu'il s'était engagé à inclure tout le monde, à être inclusif, donc les Kurdes, pas seulement, toutes les minorités syriennes. Est-ce que cette gouvernance va avancer maintenant que on sait que maintenant ce projet de Rojava, a priori, est caduc? Comment faire? J'ai vu que il allait octroyer la nationalité syrienne aux Kurdes. Ça fait partie du projet. Les Kurdes avaient la nationalité syrienne dans leur majorité. Mais pas tous, manifestement. Pas tous. Il y en avait 300 000 auxquels le régime d'Assad avait toujours nié toute nationalité. Tout à fait. C'est incroyable. Hein. Et je pense que... Mais ils souhaiteraient que leurs droits soient inscrits dans la Constitution, les Kurdes. Pour l'instant, on en est loin. Comme vous le savez, la Syrie, c'est un pays particulièrement compliqué, y compris parce qu'il y a cette question des minorités, avec là, il faut bien le reconnaître, probablement de la part de la majorité des Syriens sunnites, un certain goût de vengeance à l'égard des Kurdes qui avaient bénéficié de tous les soins des Occidentaux, vus dans leur regard, à l'égard des Alaouites, qui avaient été les maîtres sanguinaires du pays pendant toute la dictature. Et donc, il me semble que Shara veut être une figure nationale, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais il a le pédigré qui est le sien. Personne ne peut le nier, mais il essaie quand même de devenir une figure syrienne. Et pour ça, il est assez intelligent pour comprendre qu'en Syrie, il y a des chrétiens, il y a des Alaouites, il y a des Kurdes. Chez les Alaouites, à mon avis, il a été piégé. Ce n'est pas lui qui a programmé les massacres. Enfin, le fait est que ces massacres ont eu lieu. Et chez les Druzes, c'est lui qui a commis l'erreur d'envoyer des troupes trop nombreuses et mal commandées, mal dirigées. Et là, s'agissant des Kurdes, pour l'instant, je ne doute pas un instant, naturellement, qu'il y a eu beaucoup de morts inutiles. Hein, mais pour l'instant, il n'y a pas eu ce type d'action de massacre de masse qu'on a détecté, qu'on a observé, soit chez les Alaouites, soit chez les Druzes. Et il me semble que... là aussi, pardon, Et pourquoi reviens. Parce qu'il y avait un interlocuteur en particulier, kurde. Oui, mais parce que je pense qu'il a tiré... Parce que les Américains... Qui a pu négocier. Les Américains étaient derrière leur dos, quand même. C'est effectivement... À un moment donné, parler des Américains. Je ne crois pas qu'ils aient trahi ou lâché, mais je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu avec les Français pour que pendant 1 an, il y ait un accord.
un jour, les Américains sont comme ça. Ils ont dit, bon, maintenant, c'est fini. Maintenant, Écoutez, si vous voulez pas vous entendre, nous, on arrête de vous soutenir. Mais malgré tout, je pense qu'ils ont veillé à ce que Chara contrôle cette fois mieux ses troupes qu'il ne l'avait fait avec les Druzes. Adel Bakawa, non, ils ont été lâchés par les Américains, les Kurdes. Comment vous c'est diriez passé? ça ce soir, vous? On doit analyser uniquement les faits, rien que les faits. Tom Barak, l'envoyé spécial de Donald Trump, dit clairement sur une chaîne arabe, désormais les FDS ne sont pas notre partenaire dans notre guerre contre Daesh. Notre partenaire, c'est l'État syrien. Donc là, il y a une volte-face. Certes, les FDS... Non, c'est pas une volte-face. Est-ce que je peux finir? Allez. Certes, les Kurdes, ils le disent clairement, certes, les Kurdes de Rojava étaient notre partenaire dans cette guerre contre Daesh, mais ils n'ont pas fait suffisamment pour qu'on leur accorde un État. Clairement. 3. Ils se rendent à Erbil, et non pas à Qamishlo, et non pas à Hasaka. Ils se rendent à Erbil en présence du président Barzani, le président du Kurdistan irakien, du Premier ministre kurde et général Mazloum et Ilham. Il dit clairement, ou bien vous acceptez cet accord qu'on vous propose, ou bien on laisse la main totalement libre. Moi, j'ai parlé avec des participants à cette réunion-là. Et ensuite, moi, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est avec Ahmad Chara. Peut-être ce n'est pas lui qui a organisé le massacre des 1600 alawites, mais c'est lui le chef d'État. C'est lui qui porte la responsabilité. Maintenant, ma question est la suivante. Avec Bachar al-Assad, on avait un seul paradigme. La Syrie est un État arabe, la République arabe syrienne, et on a une armée qui s'appelle l'armée arabe syrienne. Dans ce cas-là, comment vous pouvez forger une identité, un référentiel partagé et partageable par les non-arabes, même si les non-arabes ne forment que 4 ou 5% de la population? Comment vous voulez intégrer les Kurdes combattants du YPG ou YPG au sein de cette armée dès qu'ils arrivent dans l'armée, on dit armée arabe syrienne? Comment vous voulez que les ministres kurdes trouvent leur place au sein de ce gouvernement? Donc vous dites que ce n'est pas faisable de les intégrer dans l'armée. Moi, mon problème, c'est que tant que nous n'avons pas changé, tant que les gouverneurs de la nouvelle Syrie n'ont pas adopté un autre paradigme pour gérer cette hyper grande diversité de la société syrienne, on restera toujours dans cette mentalité à la Assad. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire réprimer toutes les diversités au nom de l'unité arabe de la Syrie. Un mot justement, Pauline, vous en aviez beaucoup rencontré des Kurdes et vous me disiez quand on a préparé cette émission qu'ils étaient unis alors qu'on parle beaucoup des divisions au sein même d'ailleurs de la population kurde. Oui, c'est vrai que ce qui s'est passé dans le Rojava a plus que jamais uni les Kurdes syriens aux Kurdes d'Irak, aux Kurdes d'Iran, mais aussi aux Kurdes de Turquie. Ils ont été choqués par l'attitude des États-Unis qui, disent-ils, les ont tout simplement abandonnés, eux qui ont combattu contre l'État islamique. C'est une unité de tous les Kurdes et c'est vrai que c'est ce qui ressort quand nous interviewons toutes ces personnes tout au long de notre reportage. Ils nous disent qu'ils sont unis, qu'ils se soutiennent les uns les autres et c'est cette unité, elle n'avait pas été vue depuis très longtemps, même très rarement vue comme on nous l'a expliqué. Ils nous ont dit aussi, beaucoup nous ont expliqué qu'ils rêvaient toujours encore de ce grand Kurdistan où ils pourraient vivre tous ensemble, être réunis en une seule nation, les Kurdes de Syrie, de Rojava, les Kurdes de Turquie, Bakour, les Kurdes d'Iran, Rojalat et les Kurdes d'Irak, Bachour. Et ce qu'on a vu aussi également, qui était assez significatif de cette unité, c'est quand nous sommes arrivés en Syrie, dans le Rojava, on a vu des drapeaux, puisqu'on a vu, on suivait notamment l'aide qui arrivait depuis le Kurdistan irakien, qui rentrait en Syrie, l'aide humanitaire, et on a vu tous ces gens qui applaudissaient, qui chantaient, qui disaient le Kurdistan unifié au passage de ces camions d'aide humanitaire, et on a vu beaucoup de drapeaux du Kurdistan, ce fameux drapeau qui est le drapeau à la base du Kurdistan, mais qui est le drapeau du Kurdistan irakien actuellement. Et c'est ce qu'on nous a expliqué. Ça prouve qu'il y a eu un changement dans les mentalités et qu'ils veulent être tous unis.
Vous êtes toujours avec nous, Boris Jam, justement pour parler de ce lâchage des Américains. C'est manifestement ainsi qu'ils le perçoivent, les Kurdes. Ils ont été lâchés par les Américains. Et Adel Bakawan rappelait justement ce que Thomas Barak a publié sur X en disant justement aujourd'hui, on ne peut pas leur donner cette province autonome. Donc c'est terminé. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont décidé finalement de soutenir totalement Al-Shara ? Oui, les raisons que j'ai peut-être évoquées un petit peu avant, j'allais dire une sorte de simplification managériale quoi, du jeu géopolitique. Il faut un interlocuteur alors effectivement, les préoccupations sont toujours autour de questions de sécurité, éventuellement d'échange de biens, d'hydrocarbures, etc. Et donc le lâchage, il est peut-être dans le fait que voilà, on trouve qu'un acteur convient mieux qu'un autre. On peut nuancer cette histoire de lâchage parce que très probablement la chute des FDS a été amortie par des formes de pression, des formes des tentatives. Très clairement, il y a lâchage, mais c'est un lâchage qui est aussi amorti par un matelas, on va dire franco-américain, et il y a quand même des possibles, quoi. C'est-à-dire, ce qui est assez intéressant, c'est que non seulement, parce qu'il faut toujours, Oriane Verdier l'a montré, il faut bien découpler le jeu des organisations politiques, le jeu des entités politiques et les préoccupations des populations, ce qui peut être un peu différent. Et les organisations politiques, là, en l'occurrence les FDS, elles ne disparaissent pas. Hein. Donc, semble-t-il, on a le maintien d'une certaine intégrité opérationnelle, au moins, même si c'est pas de l'autonomie avec de la gouvernance. Hein. Il y a un passage d'une gouvernance à une autre, et donc il y a tout un tas de points d'interrogation qui se posent. Mais les Américains ont dû jouer un certain jeu d'amortissement de cette peut-être aussi pour des raisons liées au danger qu'aurait pu représenter la chute totale des FDS. C'est-à-dire qu'il y a quand même des milliers de personnes en armes, et ces milliers de personnes en armes, même si ces personnes-là ne peuvent pas contrecarrer la force militaire de Sharia et de l'armée maintenant syrienne, ils auraient pu relancer des formes de belligérance sur la longue durée, ce qui n'est pas du tout souhaitable pour les Américains, pour les Syriens, pour les Irakiens et pour les Français. Oriane Verdier, ce qu'il décrit, en fait, c'est un compromis, véritablement. Oui, c'est un compromis. Et je pense que dans ce compromis, il y a quand même un acteur qu'on n'a pas mentionné pour l'instant, c'est la Turquie. Bien sûr. Parce que c'est quand même un grand pays donc qui, bien sûr, vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, partage une longue frontière part et d'autre habitée de Kurdes. Le PYD, donc, est donc la filière qui était au contrôle de la région du nord-est syrien, est la filière du PKK en Syrie. Et il était en effet difficile d'imaginer sur le long terme une Syrie arriver à se construire avec un État fédéral ou une région autonome avec ces autorités-là au pouvoir, sachant que la Turquie, même pendant la guerre civile syrienne, a financé des groupes armés qui ont commis de graves exactions, qui ont vidé des villes entières kurdes côté syrien. Ces groupes armés sont aujourd'hui intégrés aux forces armées syriennes. Donc on a là quand même, on le disait tout à l'heure, la difficulté d'imaginer cette nouvelle armée dans laquelle devraient coexister des groupes armés qui en fait, ont mené une guerre sanglante.
Donc ça n'est pas vraiment faisable, cette intégration dans une armée commune, une armée syrienne. Faisable, je ne sais pas, mais je vous donne encore un autre indicateur. Au bout de 48 heures, Tom Barak lui-même, parce qu'il a la main libre sur le Moyen-Orient désormais, il s'est rendu compte... L'émissaire américain. Voilà, il s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple et facile de passer la main de ces 40 000 personnes dans les camps et les prisons, parmi lesquels il y a 9 000 combattants de djihadistes de Daesh, et parmi lesquels il y a des personnes, comme disait le ministre des Affaires étrangères irakien Fouad Hussein, il y a des cadres dirigeants qui peuvent fabriquer des armes chimiques de destruction massive. Alors il s'est rendu compte que... parmi les 900 qui sont transférés en Irak, pour le moment, normalement, il y a 7000 qui doivent être... Des prisonniers qui ont été transférés des camps, donc... Des prisons et des camps vers l'Irak. Alors donc, rapidement, il s'est rendu compte que c'est absolument pas facile de confier ça, ce monde de Daesh-là, à cette armée, cette nouvelle armée syrienne, parmi lesquelles il y a une domination des ex-Al-Qaïda et des ex-djihadistes qui partagent l'affinité idéologique, l'affinité historique, l'affinité émotionnelle avec cette population en prison. Et donc, il est parti lui-même à Bagdad pour supplier le Premier ministre irakien de garder d'une manière provisoire le maximum possible de ces combattants de Daesh. Autrement dit, là, on s'est rendu compte que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On va écouter d'ailleurs Al-Shara. On a un extrait en fait de ses propos, les propos qu'il a tenus avec Vladimir Poutine parce qu'il était en Russie il y a quelques jours. Je crois que, au cours de l'année écoulée, la Syrie a fait de nombreux progrès et surmonté diverses étapes et obstacles. Le dernier en date étant l'unification du territoire syrien. Nous espérons que ces efforts se poursuivront afin que la région du Moyen-Orient puisse atteindre un état de développement et que nous puissions passer d'un état de ruine et de destruction à un état de stabilité et de développement. Michel Duclos, donc là il est avec Vladimir Poutine qui finalement va garder manifestement une base militaire en Syrie. Après donc s'être rapproché des Américains, des Français, enfin des Occidentaux, il a aussi des liens avec Vladimir Poutine. C'est ça qu'on décrit comme l'habileté finalement de ce président par intérim Ahmad El-Shara, sa capacité finalement à s'être inséré dans la communauté mondiale et qui attend d'ailleurs reconstruction, donc investissement de cette communauté. Oui, alors il fait l'acrobate parce qu'il est extraordinairement faible. Il faut quand même bien voir qu'il a 30 000 hommes sur lesquels il peut vraiment compter. Et parmi ceux-ci, comme vous l'avez dit, pas mal de recyclés d'une cause radicale islamiste. Et donc, ça ne lui est pas facile de tenir ce pays. Et pour ça, il a un atout, c'est que pour l'instant, la Turquie et l'Arabie Saoudite, les Émirats, sont alignés pour le soutenir. Certains, et puis les États-Unis l'ont pris en main, en exigeant de lui des concessions majeures, comme par exemple vis-à-vis d'Israël, mais aussi comme vis-à-vis de Quelles concessions vis-à-vis d'Israël ? Par exemple, il a accepté l'ouverture d'un dialogue avec Israël en Jordanie, alors que les Israéliens ont mis sous leur coupe une partie du territoire du Golan auquel jusqu'ici ils n'avaient pas accès. Puis ils soutiennent ouvertement les Druzes. Et là, ils étaient prêts à soutenir les Kurdes pour créer le chaos ou en tous les cas s'arroger une zone de contrôle de la Syrie. Donc là, évidemment, Shara a besoin des Américains pour faire face à ça. Il a besoin des Turcs et des Golfiques pour relancer son économie. Alors pourquoi a-t-il besoin des Russes ? Parce que beaucoup de gens parmi nous se sont dit, une fois débarrassé d'Assad... Assad, il faut le rappeler, est en Russie. Oui, puis lui, il était protégé par les Russes. Son armée... il faut bien voir que les avions russes bombardaient des quartiers entiers, des villes syriennes, dont Alep. Et donc, on pouvait s'imaginer que les gens qui succéderaient à Assad voudraient rejeter les Russes. Ce n'est pas ce qui s'est passé, alors, pour un ensemble de raisons, y compris le fait que les Syriens sont, comme les Français, ils sont fondamentalement pro-russes pour des raisons historiques et rationnelles. Et puis, il a besoin, pour équilibrer le fait qu'il dépend d'eau, des puissances que j'ai indiquées, et puis alors peut-être aussi le contrôle précisément des Alaouites. Parce que les bases des Russes se situent dans un territoire
où sont les Alaouites, et c'était eux les grands protecteurs à la fin du régime Assad. Donc c'est pas totalement exclu que dans sa volonté de stabiliser le pays, y compris sur le plan des différentes minorités, il trouve utile de s'adresser aux Russes. Adel Bakarman, est-ce que vous lui reconnaissez ça, finalement, Ahmad al-Shara, cette habileté à unifier son pays et finalement à parler avec tout le monde dans le but de finalement reconstruire ce pays totalement détruit? Unifié, je mets en interrogation parce que la Turquie occupe le nord, une partie du nord, Israël occupe une partie du sud, la Russie a gardé ses bases, mais oui, c'est un homme ultra pragmatique. Il a parfaitement réussi non seulement à normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite, qui le considérait comme un terroriste, les autres pays du Golfe et même les Émirats, mais aussi avec les Américains, avec les Européens. Aujourd'hui, il est perçu comme un président totalement légitime, un président intègre, c'est comme ça. Mais Donald Trump, il va très très loin, n'est-ce pas, en parlant d'Ahmad al-Shara. Oui, il a ce côté pragmatisme. Mais personnellement, je me pose vraiment la question sur sa propre volonté. Est-ce que sa volonté, c'est protéger l'unité de la Syrie ou pas? Si sa volonté, c'est protéger l'unité de la Syrie, pourquoi, je me demande toujours, et je n'ai pas de question, pourquoi il ne s'interroge pas sur la manière dont il peut protéger cette unité de la Syrie? Faire avec la Syrie comme si la guerre civile de 13 ans n'est pas passée par là. Faire avec la Syrie comme s'il n'y avait pas toutes ces composantes de la société syrienne. Faire l'abstraction de toutes ces composantes, ça m'interroge énormément. Michel Decloux n'est pas d'accord avec vous, là. Okay. Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Mais il ne fait pas abstraction ce qui est des minorités. Ce qui est vrai, c'est que les Syriens, d'abord, ils ont hérité des Français le jacobinisme. Ensuite, comme dans... un État archi-centralisé. Oui, et comme dans tous les pays de cette zone, comme ils savent très bien qu'ils sont très divisés en différentes communautés, pour eux, c'est très très important d'avoir un État central. Et je vous rappelle quand même que quand les Français sont arrivés, ils ont commencé par créer plusieurs États. Il y avait l'État d'Alep, l'État de Damas, l'État alaouite, et c'est l'establishment syrien sunnite qui a dit « nous ne voulons pas de cela, nous voulons un État comme tout le monde, si je puis dire ». Et donc ça, c'est très profond dans la culture politique donc ça veut dire que cette syrienne. Autonomie kurde, elle était vouée à l'échec. Mais cette autonomie de je suis désolé, est-ce qu'on considère les Alaouites comme des Syriens? Mais oui. Est-ce qu'on considère les Druzes comme des Syriens? Les Turkmènes, les Kurdes, si on les considère, eux, ils ne veulent pas vivre comme ça. Regardez l'État en Irak aussi, il y avait un État central très très fort avec Saddam Hussein. Ils ne veulent pas du modèle irakien, justement. Justement, ils ne le veulent pas. À quel prix? À quel prix, Stéphanie? Au prix de massacrer les Alaouites, massacrer les Druzes, occuper le pays par la Turquie et Israël? C'est ça le prix. Est-ce que si c'est le prix, soit, pourquoi pas? Mais je crois que ce n'est pas le projet de Shara, franchement. Là, c'est le caricaturer beaucoup. Enfin, je ne suis pas là pour le défendre, hein, mais ce n'est pas lui qui... C'est quoi son projet? C'est pas lui qui... Pourquoi il ne s'oppose pas à la Turquie et à Israël? Voyons, comment dans son état, dans l'état de faiblesse où il est, voulez-vous qu'il s'oppose? Pourquoi il peut s'opposer aux pauvres Alaouites et Druzes et Kurdes? Non, mais c'est pas lui qui a massacré les Alaouites. Quant aux Kurdes, il a négocié pendant 1 an avec eux. Enfin, il faut quand même le dire. Oriane Verdier. Je pense en effet qu'on aimerait beaucoup tous être dans le cerveau de Al-Shara pour savoir ce qu'il veut réellement. Je pense qu'un des problèmes, peut-être, c'est aussi qu'il n'est pas à chaque coin de rue de la Syrie et que, comme on l'a dit, les forces qui sont censées représenter sa stratégie, en fait, sont extrêmement multiples et qu'on est encore une fois dans un pays qui a vécu plus de 10 années de guerre civile avec des hommes armés et souvent, finalement, ce qui s'est passé sur la côte contre les Alaouites comme contre les Druzes, comme à Alep, c'est finalement des accrochages, suraccrochages avec une haine qui déborde, qui n'est pas excusable. Simplement, je pense qu'il est peut-être difficile aujourd'hui... Seulement, en tant que président de la République, je porte cette responsabilité. Bien sûr. C'est moi le président de la République, c'est moi qui représente et c'est moi qui est responsable. Lorsqu'un de mes soldats assassine, égorge par exemple un Druze, c'est moi le responsable.
Oui, bien sûr. Et nous pas, oui, le soldat est responsable, mais lui, c'est lui qui représente, qui incarne la nouvelle Syrie. Mais cette unité n'est pas encore achevée. Effectivement, il y a eu 10 ans de guerre. Et un mot sur les Américains, Boris Jam. Il y a aussi ces champs pétroliers dans le nord. Donc là, on ne peut pas dire que les Américains n'avaient pas quand même une idée derrière la tête, puisque le géant pétrolier américain Chevron, manifestement, a même déjà négocié avec Ahmad Al-Shara. J'ai pas d'éléments très précis. Je pense que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu aussi des négociations avant avec certaines grandes compagnies pétrolières avec Mazloum Abdi, etc. Donc ça c'est pas du tout de mon domaine de compétences. Mais en fait je voulais pardon, je me permets de revenir un petit peu en arrière sur les reproches qui peuvent être faits à Ahmed Ahmed Shara et effectivement, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher des massacres qui ont pu être commis de ci, de là, enfin. En direct, j'allais dire, effectivement, il y a une responsabilité morale, mais je crois que on aurait pu attendre dans plusieurs domaines une action politique un peu plus, j'allais dire, un peu plus active. Peut-être que ce nom de cette République arabe syrienne, voilà, elle aurait pu faire partie du passé. On a quand même l'impression il marche un peu sur des œufs parce qu'il a évidemment des soutiens de tout type et il est comment dire, voilà, il envoie des signaux, mais c'est toujours des signaux faibles, hein, si je puis dire. Hein. Effectivement, alors l'exigence d'inscription de droits dans la Constitution, peut-être que c'est un peu prématuré. On a des signaux forts, mais on n'a pas des signaux qui sont totalement satisfaisants. La question de la justice transitionnelle, etc. Merci qu'est-ce qu'on fait de Jam. On n'a plus vraiment le temps. Juste un mot de conclusion, justement, Oriane, sur ce qui vient d'être dit. C'est un processus, en fait. C'est un processus. Et en effet, la justice transitionnelle, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer l'importance de la chose. Parce qu'en fait, là, on parle d'un ancien militaire qui est devenu militaire et puis autre, qui est devenu chef d'État. Mais la justice doit être menée de manière indépendante. Et aujourd'hui, on en est loin du compte. Et je pense que tant que cette justice ne sera pas menée, il sera très compliqué d'unifier les Syriens, même si je pense, et moi en tout cas j'ai entendu énormément de Syriens de toutes parts me dire qu'ils avaient très envie de créer ensemble un nouveau pays uni. Merci Oriane Verdier. Merci Michel Duclos, on n'a plus le temps, pardonnez-moi. Adel Bakawan, merci beaucoup. Merci beaucoup Boris Jam d'avoir été avec nous. Et merci à Pauline Godard qui était avec nous dans la première partie de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Pour retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, restez avec nous.